Bien bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer de découvrir un petit peu plus notre activité 1, recherche de clientèle et de contact. Comme vous pouvez le constater, nous venons donc chapitre précédent de un petit peu mieux connaître ici donc la clientèle, point essentiel pour pouvoir justement préparer une campagne de prospection qui soit la plus efficace possible. Donc nous sommes toujours dans notre grand chapitre de organiser la prospection et prospecter pour pouvoir valider deux tâches de notre référentiel. Et de ce fait, chapitre 2-2, préparer une campagne de prospection. Alors pour commencer, tout simplement, nous allons introduire avec la définition d'une prospection. Donc une prospection, c'est une phase préliminaire à la vente. C'est-à-dire qu'avant de commencer à vendre, l'idée c'est déjà de commencer à chercher un petit peu de nouveaux clients potentiels. Donc c'est ce qu'on va appeler des prospects, d'accord, pour clients potentiels. Et c'est donc un travail qui est très coûteux mais indispensable à la survie de la PME. Il est coûteux parce qu'en fait, très rapidement, on va vous expliquer que c'est beaucoup plus cher de conquérir un nouveau client que de devoir le fidéliser. Il y a toujours un ratio qui existe et je ne sais pas s'il est encore d'actualité, mais on a toujours dit qu'il était 5 fois plus coûteux à une entreprise de conquérir un nouveau client que de devoir le fidéliser. D'où toutes ces longues et grandes stratégies donc de fidélisation que les entreprises mènent en place pour justement essayer de faire en sorte de garder leurs clients pour pas qu'ils n'aillent voir les concurrents. Et il est indispensable parce que malgré tous ces efforts que les entreprises peuvent mettre en place pour les fidéliser, eh bien malheureusement on a des pertes de clients. Et donc dans ces cas-là, pour pallier à cette perte de clientèle, bien sûr il va falloir continuer de conquérir ces nouveaux clients. Nous avons donc une toute première étape qui est de définir les objectifs et le plan de prospection. Alors le plan de prospection, ça pourra peut-être paraître une étape pas très importante, mais en fait elle est indispensable pour faire une prospection efficace. Je donnerai un exemple par la suite. Et la méthode que l'on utilise pour pouvoir définir ce plan de prospection, c'est la méthode QQOQCP. Vous la connaissez bien, mais je vais vous exposer un petit peu les différentes questions dans un ordre plutôt cohérent et pertinent pour ce plan de prospection. Déjà, il est question de se demander eh bien, pourquoi on fait cette prospection-là. Quels sont les différents objectifs, sachant qu'ils peuvent être, par exemple, si je vous renvoie donc au premier chapitre sur la segmentation, ça peut être très bien donc de conquérir un nouveau segment, euh, ou également de développer et renforcer un segment sur lequel je suis donc déjà présent, ou en stage, il n'est pas impossible qu'on vous demande par exemple, bah voilà, j'ai une ancienne base de données de clients, ça fait 5 ans qu'ils étaient clients chez nous, ils ne sont plus revenus depuis, allez vas-y, lance une prospection pour essayer de relancer ces anciens clients à nous. La deuxième question, et c'est donc la principale, ça va être qui? Qui je vais prospecter? Quel est le segment, le ou les segments et quelle cible précisément je vais donc essayer donc de conquérir? Et là, bien sûr, je vous renvoie au chapitre que nous venons de faire, donc sur connaître la clientèle, parce que plus je vais la connaître au niveau de ses besoins, au niveau de ses motivations, de ses freins, de comment elle fonctionne au niveau du processus d'achat, et également donc ses différents facteurs personnels et environnementaux, et bien mieux je vais la connaître et plus facilement je vais pouvoir donc la conquérir. Une fois que je sais quelles sont donc mes cibles, eh bien, je vais réfléchir à qu'est-ce que je vais leur proposer. Alors, même si mon magasin regorge de plein de références de produits, eh bien, je ne vais en choisir que un seul pour pouvoir justement le ou la toucher. Le où, c'est bien sûr, bon, je me lance dans la prospection, il faudrait peut-être que je sache où est-ce que je vais. Ça peut être également un des objectifs. Je suis donc, comme nous sommes en Guadeloupe, je suis en Grande Terre et j'ai envie de conquérir justement des nouveaux clients qui sont plutôt du côté de la Basse-Terre. Je suis en France et pour des camarades qui seraient en BTS Commerce International, eh bien, on va faire de la prospection à l'étranger. Voilà, comme je maîtrise plutôt bien mon secteur français, eh bien, je vais partir justement ailleurs. Le quand va être très important. Il va falloir définir sur l'année à quelle date et sur quelle durée je vais mettre en place ma prospection. Parce que ce quand signifie en fait, ça va être le moment où la demande sera le plus fort. S'il y a, et bien sûr tout dépend de l'entreprise et de son activité, des fois il n'y en a pas, mais s'il y a justement un moment où la demande sera beaucoup plus forte, eh bien ce sera beaucoup plus intéressant pour l'entreprise de faire sa prospection à ce moment-là, parce que encore une fois, comme une prospection coûte cher,
autant qu'à faire, on va la faire à un moment où justement c'est le plus efficace possible. Le comment, c'est de savoir quels moyens on va utiliser pour toucher cette cible-là. Ce sera donc notre étape 3 dans ce chapitre. Et nous allons terminer par le combien, qui est bien pour quel résultat et quel budget. Tous vos camarades qui sont en NDRC, ils vont voir que en tant que commercial, on fixe des objectifs. On fixe des objectifs pour un chiffre d'affaires, mais également sur les nouveaux prospects, les nouveaux clients à conquérir. Et donc, on peut avoir des entreprises qui vont dire, tous les mois, tu dois trouver 10 nouveaux clients et tu pourras toucher une prime justement de prospection. Le budget, parce que vous allez voir que, comme on le disait, ça coûte cher de prospecter. Donc, encore une fois, dans votre stage, on peut vous donner un budget défini et limité qui va justement peut-être avoir un impact, par exemple, sur les moyens que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Le mieux pour vraiment bien cibler cette idée, donc ce plan de prospection, je vais prendre un exemple avec une papeterie. Une papeterie, eh bien, elle a, si j'utilise donc une segmentation avec le critère donc de l'âge, eh bien, je vais avoir tout un tas donc de catégories de clients. Je rappelle, segmentation, hein, je fais donc un découpage de mon marché, je le découpe à partir d'un critère qui est pertinent pour moi, et là, en l'occurrence, pour ma papeterie, l'âge peut être très intéressante parce que je vais justement dégager des groupes et je vais avoir par exemple deux groupes, donc à savoir les enfants et les étudiants. Donc on est d'accord que c'est bien par rapport à l'âge. Et donc à partir du moment où j'ai donc ciblé ces segments-là, et bien sûr, toutes les réponses à mes questions vont différer. Par exemple, pour mes enfants, eh bien, si je dois donc leur proposer, donc on est toujours sur une idée de conquête, hein, bien sûr, conquérir de nouveaux clients, donc c'est ma prospection. Si je dois donc conquérir des enfants, eh bien, je vais peut-être mettre en avant dans l'action que je vais mettre en place, le cartable, la trousse, parce que là, la dernière tendance, c'est peut-être encore Spider-Man, la Reine des Neiges, donc je vais bien sûr les appâter avec ça. Alors que mes étudiants, bien sûr, ils ne sont pas très intéressés par un cartable, la Reine des Neiges, par contre, un PC, clé USB, des classeurs, les trieurs, etc., etc. Le ou, bien sûr, ne va pas, je dirais, ne tient pas compte de ma cible, et encore que, il peut peut-être y avoir une concentration dans certaines zones géographiques où il y aura beaucoup plus d'enfants, beaucoup plus d'étudiants. Encore une fois, là, ça s'adapte à mon entreprise, à son activité, et là en l'occurrence, à son implantation, là où elle se trouve. Et donc, pour mes enfants, eh bien, je vais avoir une période où il va y avoir une hausse, en tout cas en Guadeloupe, de la demande et qui sera plutôt en juin-juillet. Pourquoi cette période-là? Parce que c'est déjà à ce moment-là que les écoles communiquent aux parents eh bien, la liste du matériel acheté pour l'année suivante. Donc, c'est vraiment une période où eh bien, les mamans vont commencer à faire justement les emplettes pour les enfants. Et donc, c'est ce moment-là où moi, je vais commencer en tant que papeterie à communiquer auprès de ces mères ou encore directement auprès des écoles. Alors que mes étudiants, eh bien, on sera plutôt au mois de septembre, parce que c'est au mois de septembre qu'on commence à vous dire exactement de quoi vous allez avoir besoin, ou décembre, parce que quand il s'agit justement d'un achat un petit peu plus onéreux comme le PC, bon, on attend les fêtes de Noël pour pouvoir demander à toute la famille de cotiser pour l'achat de ce PC-là. Le comment on le verra et le combien dépendra de l'entreprise. Donc j'espère qu'à travers ces deux exemples-là, vous avez compris que l'objectif d'un plan de prospection, c'est qu'il soit efficace. Et vous allez voir qu'un petit peu plus tard, on va dire que prospecter tout le monde, c'est ne prospecter personne, parce que je ne peux pas trouver, on va dire, un produit ou un service ou un moment qui va correspondre à tout le monde. Il faut que je fasse une segmentation pour que ma prospection soit la plus efficace possible, et il faut donc qu'il y ait une réflexion en amont, et c'est ce que propose justement le plan de prospection. Nous passons désormais à l'étape 2, identifier la cible. Alors comme je vous disais que c'était justement la question principale de notre campagne de prospection, donc qui, eh bien maintenant l'objectif c'est d'essayer de récupérer un maximum d'informations sur la cible que l'on veut prospecter. Plusieurs sources d'informations pour récupérer ces informations. Tout d'abord des sources internes. Je vais commencer par les personnes qui connaissent le mieux mes clients, ce sont justement mes vendeurs, les vendeurs et les commerciaux. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte de faire remonter un maximum d'informations sur ce qu'ils savent des clients, donc toutes les caractéristiques qui pourraient me permettre de mieux comprendre qui ils sont et surtout leurs besoins. C'est eux qui pourront me dire, on a de plus en plus de personnes qui souhaiteraient avoir tel produit ou tel service. Si l'entreprise possède un service après-vente, là encore, au niveau des réclamations, au niveau de tous les échanges qu'il peut y avoir entre le personnel du SAV et les clients,
Je peux également mettre en place, comme dans la vidéo sur le marketing des bonbons, une enquête, enfin on va dire une enquête interne. Alors ça peut passer par une enquête de satisfaction, mais ça peut passer par, comme nous avons vu au chapitre précédent, une étude qualitative. Je fais venir donc mes futurs clients, donc les prospects, je leur fais tester donc mon produit, je les questionne, etc. Donc là, on est encore une fois en interne. Et dernièrement, je peux tout simplement déjà avoir une base de données. Il n'est pas rare, comme je l'avais signalé tout à l'heure, que dans une entreprise, on vous dise, ben, voici une base de données que nous avons déjà mis en place, soit elle est un petit peu trop vieille, de nouveau, bah, allez-y, mettez-la à jour et prospectez. Et je peux également faire appel à des sources externes. Et dans ces cas-là, je peux soit créer, louer, acheter un fichier prospect. À nouveau, dans la vidéo sur le marketing du bonbon, vous avez vu qu'il y avait donc des personnes qui scannaient toutes les courses qu'ils faisaient. Et donc, ce sont toutes ces informations, bien sûr très précieuses, appartiennent et remontent à des entreprises privées qui peuvent vous louer ou qui peuvent vous vendre justement des bases de données. Bien sûr, plus il y a d'informations dans ces bases de données et plus bien sûr cette base de données coûtera cher. Sinon, eh bien, il suffit de le faire vous-même, cette base de données, de la faire vous-même. Et dans ces cas-là, ben, je vous renvoie au chapitre sur la constitution d'un fichier prospect pour justement la recherche de votre stage. C'est exactement le même principe. Une fois que justement nous avons réalisé un petit peu cette base de données, eh bien, on va pouvoir commencer un petit peu plus aussi à caractériser les différents types de prospects. On ne l'emploie pas beaucoup, ce terme-là, le suspect en entreprise, mais globalement, c'est une cible qui n'est pas encore contactée. Avant de devenir prospect, on est un suspect, et donc c'est une cible non contactée qui normalement est susceptible d'avoir de l'intérêt pour les produits de l'entreprise. À partir du moment où je contacte ce suspect, il devient prospect. Et là, je vais avoir trois catégories. Première catégorie, le prospect froid. C'est une cible qui est contactée et qui ne manifeste pas pour l'instant de l'intérêt pour le produit ou le service de l'entreprise. C'est un prospect qui, normalement, si je l'ai bien qualifié avant, s'il fait réellement partie de ma cible, eh bien, je peux le contacter dans un an. Peut-être que dans un an, il aura à ce moment-là un intérêt un petit peu plus fort. J'ai ce qu'on appelle le prospect tiède. Lui, il a manifesté justement son intérêt, mais pas pour l'instant. Lui sera plutôt à recontacter dans 3 à 6 mois. Bien sûr, ça dépend de ce qu'il vous dit aussi, mais dans tous les cas, celui-là, je le mets de côté et il va falloir que je mette une alarme dans mon fichier prospect pour ne pas oublier de le rappeler au moment où il serait susceptible d'être beaucoup plus intéressé. Et bien sûr, je vais avoir le prospect chaud. Alors lui, il est très intéressé et il faut vite le transformer en client avant qu'il ne parte pour la concurrence. Alors lui, il est très très clair sur ses besoins et il est prêt à acheter. Et une fois qu'il m'a acheté, il devient le client. Donc lui, il a déjà acheté les produits de l'entreprise et on va les retrouver sous trois grandes catégories. Nous avons tous trois grandes catégories de clients et on a pour ça des termes anglais, B2A, B2B et B2C. B2A pour Business to Administration, B2B pour Business to Business et B2C pour Business to Consumer. Le premier, c'est tout simplement vendre à l'État, aux administrations publiques, aux bibliothèques, aux mairies, etc. Et là, vous allez voir que, excusez-moi, vous allez voir qu'il y a donc une procédure très spécifique justement pour cette cible-là. Ça sera l'objet de notre chapitre 3. B2B, ce sont donc d'autres entreprises, des professionnels. Donc je suis une entreprise et je vends à une autre entreprise. Et B2C, eh bien, je vends en particulier comme vous et moi. Et bien sûr, en fonction de ces différentes catégories, eh bien, là encore, on ne va pas récupérer les mêmes informations, on ne va pas avoir les mêmes besoins. C'est la raison pour laquelle vous prenez certaines entreprises qui font des offres pro, parce que bien sûr, une entreprise n'a pas du tout les mêmes besoins qu'un particulier. Et donc je reviens encore une fois par rapport à ces différentes catégories. Prospecter tout le monde, c'est prospecter personne. Donc si je veux prospecter en B2B et que je veux prospecter en B2C, encore une fois, ce ne sont pas la même cible. Je ne vais pas leur proposer le même produit ou le même service. Je ne vais pas communiquer, en tout cas avoir le moyen de prospection identique entre ces deux catégories-là. Donc retenez bien ça, il faut segmenter, cibler, d'accord, pour que justement
ma prospection soit efficace. Sinon, eh bien, je vais perdre beaucoup d'argent et je n'aurai pas les retours, en tout cas, que j'attends. Eh bien, nous voilà à l'étape 3 pour définir la méthode de prospection. Comment je vais faire pour toucher ma nouvelle cible? Eh bien, cela va dépendre de deux éléments. Dans un premier temps, cela va dépendre de la nature des produits. Parce que je peux avoir des produits qui sont vraiment très spécifiques, très techniques, ou également à très forte valeur ajoutée. Et dans ce cas-là, je ne vais pas prospecter de la même manière. Quand la France vend directement des sous-marins à un autre pays, c'est donc une entreprise privée qui l'a créé, vous doutez bien que la prospection, en tout cas, comment pour cibler justement mes nouveaux clients, ça ne se passe pas de la même manière que si je devais vendre une automobile ou du mobilier intérieur. Et je reviens encore une fois sur les caractéristiques des clients, mais ça, on a donc déjà fait le tour. Et donc, on va distinguer deux grandes catégories de méthodes. Première méthode, la prospection active, et deuxième méthode, la prospection passive. Alors, qu'est-ce que la prospection active? Eh bien, la prospection active sollicite directement la cible prospectée en lui adressant un message à l'aide d'outils de prospection. Là, comme vous le voyez, c'est l'entreprise qui va aller chercher directement le client. La particularité de cette méthode, c'est que ça va nécessiter la création d'un fichier prospect. Parce que pour pouvoir aller le chercher et donc le contacter, il faut que je puisse avoir des renseignements comme son adresse, son numéro de téléphone, son email ou ce genre de choses. Donc j'ai besoin d'un fichier prospect et ça nécessite donc ce qu'on appelle bien l'acquisition d'une base de données qui est réglementée. C'est la CNIL ou encore avec le RGPD qui fait que j'ai tout un tas d'éléments à prendre en compte avant la constitution de ce fichier prospect. C'est plutôt en CEJM appliqué que vous allez pouvoir aborder justement tout cet aspect-là. Alors que la prospection passive, eh bien c'est l'inverse. Elle va solliciter indirectement la cible en l'invitant à venir vers l'entreprise à l'aide de techniques et d'outils qui favorisent sa visibilité. Cette fois-ci, là, ce sont donc ma cible qui vient vers mon entreprise. Sauf que pour venir vers moi, il faut que je sois visible. Donc, quels sont les différents outils que je peux avoir pour être visible? Eh bien, je vais commencer déjà par ce qu'on appelle le référencement naturel du site Internet. Alors, pour faire partie de la première page de Google, il n'est pas nécessaire de payer. Alors si vous payez, vous allez avoir, quand vous faites vos recherches, des fois les premiers sites qui sont notés, c'est marqué annonce. Alors là, oui, ça signifie que l'entreprise elle a payé. Mais sinon, eh bien c'est gratuit parce que Google a une certaine manière de fonctionner pour rapatrier et voir quels sont les sites qui sont les plus connus. Et donc là, il faut faire appel à un webmaster, des personnes qui sont donc expertes en la matière, et on peut monter, gravir, parce que bien sûr, on se doute que si mon entreprise n'est pas présente dès la première page de Google, autant dire que ça ne fonctionne pas. Ça ne sert à rien d'avoir un site internet si je ne suis pas sur la première page de Google. Donc, il faut que je travaille là-dessus. On appelle ça SEO en anglais. Vous avez tout un tas d'astuces également pour les personnes qui sont peut-être très néophytes en la matière. Donc, c'est cette recherche que vous devez faire si vous devez un peu plus vous renseigner sur ce référencement. Bien sûr, autre élément pour pouvoir être visible, ce sont tous les annuaires. Bien sûr, annuaires en ligne, donc les pages jaunes, mais vous avez tout un tas d'autres types d'annuaires qui sont plus ou moins spécifiques et qui peuvent très bien fonctionner. N'oublions pas les réseaux sociaux. Et donc là, vous avez donc toute une palette. Nous avons même un nouveau métier qui s'appelle Community Manager pour justement comment créer cette relation privilégiée à travers les réseaux sociaux avec sa cible. Et donc là, encore une fois, je peux être présente et ce sont donc ma cible, mes prospects qui viennent à moi pour trouver les informations dont ils ont besoin. YouTube n'est pas un réseau social, mais bien sûr, ça reste également un moyen de trouver des informations. Quand vous faites des recherches, vous pouvez faire des recherches en images, en vidéo, ou même les vidéos apparaissent généralement tout en haut s'il s'agit donc des résultats d'une recherche. Et le traditionnel salon ou les manifestations de ce type-là, les foires, sont également un moyen de prospection passive parce que c'est l'entreprise qui attend à un endroit privilégié où ce sont donc des personnes qui viennent directement rencontrer tout un tas d'entreprises. Et donc, moi, je peux être visible justement à ce moment-là pour faire connaître mes produits et mes services. Donc, cette prospection passive est essentiellement là pour développer la notoriété et l'image de l'entreprise pour justement faire
attirer tous ces prospects-là. Alors, rentrons un petit peu plus dans le détail avec ces différentes méthodes de prospection. Je vais donc vous parler un petit peu plus des caractéristiques et objectifs, les avantages et inconvénients et les ressources nécessaires pour mener à bien justement cette méthode de prospection. Donc la première en prospection active, c'est la traditionnelle lettre. Donc on appelle ça le mailing en anglais ou le publipostage en français, qui consiste à envoyer un courrier personnalisé. Donc quand on parle de personnalisé, il faut vraiment qu'il y ait le nom et le prénom de la personne. S'il n'y a pas ça, c'est donc un catalogue ou un flyers. Pourquoi on va utiliser le courrier? Eh bien, ça peut être très intéressant pour relancer des prospects ou des clients. Quand, par exemple, ils sont venus à une manifestation, j'ai récupéré leur adresse, et donc je vais leur envoyer un petit courrier pour savoir, eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez pu réfléchir un petit peu à notre offre? À l'inverse, avant une manifestation, je peux les inviter. Je vais envoyer donc un petit coupon pour leur dire, bah, bienvenue, je vous invite à cette manifestation. Ou encore, pour le lancement d'un nouveau produit, ça marche également très bien. L'avantage, c'est qu'il y a vraiment une grande qualité. Si je commence à le support, en tout cas que je peux utiliser du papier noble, je peux utiliser donc une calligraphie, je peux même être très original dans le courrier que je vais envoyer. Je vous recommande d'aller regarder quelques vidéos qu'il y a sur mon site Pearl Trees où Audi ou encore une société qui vend pour la litière pour chat avait trouvé vraiment des lettres, des courriers très très pertinents et très justement très originaux pour toucher à leur cible. Et là, encore une fois, par rapport à, on va dire, aux caractéristiques de la cible, c'est vraiment très intéressant de voir quel courrier ils ont décidé d'envoyer. Par contre, bien sûr, eh bien, en inconvénient, c'est que ça coûte cher d'envoyer envoyer 15 000 courriers ou 15 000 emails. Ben, vous doutez bien que ce n'est pas du tout le même prix. On est plutôt aux alentours de 1 euro par contact, donc par lettre envoyée. Et donc, pour envoyer un courrier, pardon, eh bien, j'ai besoin dans un premier temps de également réaliser mon enveloppe. Je vais avoir ma lettre commerciale qui sera donc, comme on l'a dit, personnalisée. J'ai possibilité de rajouter ce qu'on appelle un coupon réponse. Quand j'ai justement une manifestation, j'attends une réponse pour dire est-ce que vous venez ou pas à ma manifestation, à l'anniversaire ou la foire qu'il y a donc dans mon entreprise. Eh bien, j'ai besoin donc de ces fameux petits ciseaux, vous voyez, hein, où je peux donc découper la partie basse pour envoyer donc ma réponse. Je peux rajouter le dépliant de l'entreprise pour présenter l'entreprise et ses offres et la fameuse enveloppe T pour le coupon dont je vous parlais juste avant pour pouvoir m'assurer d'avoir un retour parce que si je ne fournis pas l'enveloppe et justement le côté pré-timbré de l'enveloppe T, de la lettre T, eh bien je n'obtiendrai pas de réponse et je ne pourrai pas savoir estimer est-ce que ma manifestation va fonctionner ou pas. Deuxième méthode de prospection active, bien sûr, c'est la version électronique du publipostage. Alors là, c'est plus un outil pour la fidélisation que pour la conquête, parce qu'on va très rapidement parler dans justement l'un des inconvénients des emails, c'est que on est sursaturé, qu'on soit en B2B ou en B2C, toutes nos cibles sont quand même très très saturées par les emails. Tout termine très rapidement en spam, et de ce fait, l'email est plutôt là pour la fidélisation. Ça n'empêche pas que certains puissent trouver un certain nombre justement de campagnes de prospection via l'emailing très originales. Et donc, ça demande d'avoir un site web ou encore une page Facebook ou d'être présent sur les réseaux sociaux parce que généralement, un email va nous renvoyer justement sur un site web ou une page qui sera beaucoup plus complète et qui permettra d'avoir davantage d'interactions avec justement notre cible. Et donc là, on va avoir une notion juridique que l'on appelle opt-in et opt-out, où assez souvent, eh bien, on peut avoir un fichier prospect où on a donc le nom, le prénom et l'adresse des personnes, mais comme justement on est de plus en plus saturé par les courriels essentiellement, eh bien, il est de plus en plus difficile de la part des entreprises d'obtenir cette information. C'est comme le numéro de téléphone vous-même, hein, quand on vous demande dans un questionnaire votre numéro de téléphone, généralement vous ne le laissez pas de peur d'être trop sollicité. Donc là, on a un aspect juridique à prendre en compte et qui est que c'est de plus en plus difficile justement d'obtenir cette information sur le prospect et donc de vraiment opter pour une campagne d'emailing.
Donc comme je le disais, hein, l'avantage c'est le coût tout à l'heure, hein, ça coûte quasiment rien. On peut mettre beaucoup de contenu, donc beaucoup de liens à l'extérieur, ça peut être interactif, on peut pouvoir rajouter justement des liens vers des vidéos et bien sûr la réception elle est immédiate. Par contre, sursaturation donc de ma cible, il y a cette réglementation dont je vous parlais et la nécessité d'avoir un site web ou une page sur un réseau social pour renvoyer justement l'email sur un autre support. Troisième méthode de prospection, c'est le phoning. Ça, tous les camarades qui seront en MDRC, eh bien, ils vont apprendre un petit peu ce que c'est que la prospection téléphonique, comment faire pour, eh bien, justement, appeler des prospects. Et donc, la prospection téléphonique, elle est plutôt utilisée pour relancer le prospect. Suite à un email ou un mail, donc un courrier que j'ai donc envoyé à un prospect, eh bien, je vais le relancer quelques jours après pour lui dire, est-ce que vous avez bien reçu mon offre? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Et donc, c'est plutôt justement pour relancer le client. Et par téléphone, on essaie d'obtenir un rendez-vous. Mis à part quelques services assez particuliers comme Internet, on peut vendre une offre Internet par téléphone, mais on ne vend pas de produit. Sinon, on va vendre, on va dire, demander un rendez-vous pour que ce soit le commercial qui aille directement sur place, et c'est là que la vente se fera. Ça permet également d'assurer le suivi d'une action mercatique parce que là, ils sont venus dans mon magasin. Donc ça, c'est dès que vous avez, on va dire, le côté service après-vente, on peut appeler plutôt que d'envoyer un email pour avoir un retour justement de mes prospects. Je peux donc les appeler pour savoir eh bien, qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation auquel vous avez pu participer. Et je peux donc cette fois-ci vendre des produits simples comme justement un abonnement téléphonique ou un abonnement Internet parce que ça reste un produit, plutôt un service plutôt simple à vendre directement en ligne. L'avantage, c'est que, encore une fois, on peut vraiment bien cibler les personnes et surtout, on va pouvoir argumenter. Contrairement, c'est peut-être justement par rapport à l'envoi d'email ou autre, je ne peux pas avoir de réponse et traiter les objections de mon prospect. Là, par contre, au téléphone, on a un échange et là, pour le coup, je peux réellement argumenter et répondre à ces objections. Par contre, ça coûte très cher. On est à peu près à 1 euro donc l'appel. Et bien sûr, le problème, c'est donc la saturation, encore une fois, du téléphone. Tout le monde ne donne pas son numéro de téléphone et pour les créneaux d'appel, pour obtenir la personne à l'autre bout du téléphone, c'est de plus en plus compliqué. Quatrième méthode de prospection, c'est la visite. Donc là, on est au cœur de la force de vente des BTS NDRC qui vont directement se rendre à l'entreprise pour pouvoir vendre le produit ou le service de celle-ci. Généralement, c'est on les retrouve pour de la vente à forte valeur ajoutée parce que on n'a plus le vendeur qui fait justement de la clientèle B2C qui va venir directement voir les particuliers. On sera plutôt en vente en B2B parce que là, on va avoir bien sûr des contrats de vente qui seront beaucoup plus importants parce que bien l'avantage, c'est que c'est quand même très efficace, mais l'inconvénient, on est plutôt aux alentours de 50 euros pour le contact parce que bien sûr, il faut payer mon commercial entre sa partie fixe et sa partie variable qui dépend généralement de ce qu'il vend, eh bien cela coûte très cher. Donc c'est vraiment des contrats, des gros contrats que mon commercial est censé signer et pas des petits contrats avec des particuliers. Alors nous passons déjà sur la prospection passive, mais sachez que bien sûr là en prospection active, je vous ai cité ce qui est pour moi les principales méthodes de prospection, mais nous avons tout ce qui s'appelle le SMS mailing, donc là quand j'envoie un SMS à mon prospect, le fax mailing qui fonctionne beaucoup en B2B, et il y en a encore d'autres, mais voilà, je vous ai cité les principales et surtout celles que vous seriez susceptibles de rencontrer dans vos premières années d'études. Donc, première méthode en prospection passive, c'est le site internet. Sachez déjà qu'il y a soit ce qu'on appelle le site vitrine, soit le site marchand. Site vitrine est juste là pour montrer les offres. Site marchand, je peux réellement acheter via le site internet. Et donc, là, mon site internet, il est bien sûr essentiellement là pour diffuser des informations sur l'entreprise, sur qui je suis, sur bien tout ce que j'ai comme offre à proposer. Et ça me permet de pouvoir collecter des adresses email via un compte ou des formulaires. Quand vous décidez justement de recevoir une newsletter,
pour pouvoir mettre en place justement votre publipostage électronique, eh bien là c'est parfait. Vous avez un site internet, les personnes sont très intéressées, vous montrez que vous êtes très dynamique. Si les personnes veulent recevoir les dernières justement dernières nouvelles ou les prochaines promotions en avance, eh bien là elles vont vous laisser beaucoup plus facilement leur adresse email. Et donc via un site internet, cela fonctionne très bien. Et je peux toucher une nouvelle clientèle, généralement plus jeune, parce que bah, tous les clients qui sont, je dirais, physiquement en face à face ne sont pas forcément sur Internet et inversement. Donc en avantage, c'est que globalement, tout le monde est présent sur Internet. C'est beaucoup plus visible, là encore plus avec la période Covid. Si vous n'êtes pas présent sur Internet, ça commence à devenir compliqué de vendre. L'intérêt, c'est également tout le contenu qu'on peut mettre sur un site Internet. Je peux mettre des animations, je peux mettre des vidéos, je peux mettre beaucoup de choses justement pour que ça soit en plus interactif. Le fait de cliquer sur des liens, le fait de voir des vidéos, le fait de remplir un formulaire fait que bah, je suis vraiment dans une interaction avec, avec mon prospect. On verra dans un chapitre plus tard que cela me permet également de faire une analyse de la data, parce que en fonction de là où cliquent mes différents clients, eh bien, je vais pouvoir récupérer plein d'informations très intéressantes sur lui. Et bien sûr, si j'ai un site marchand, ça me fait un chiffre d'affaires supplémentaire. L'inconvénient, par contre, je reviens sur, encore une fois, le référencement. Si on ne me trouve pas, si je n'ai aucun moyen d'être trouvé sur Internet, soit via Google, soit des sites annexes, parce que je peux également être référencé ailleurs, eh bien, ça ne sert à rien d'avoir un site Internet, qui d'ailleurs, autre inconvénient, peut coûter très très cher. Et donc les besoins pour pouvoir avoir ce site internet, généralement, c'est soit faire appel à une entreprise extérieure, soit avoir un technicien, donc un webmaster qui va gérer tout ça, mais tout ça, bien sûr, ça coûte de l'argent. Nous avons donc les médias sociaux avec les réseaux sociaux. Et donc là, on est plutôt pour pouvoir avoir une relation privilégiée et presque individuelle avec la cible. Là, c'est du très rapide, justement, et ça nous permet, entreprise, de mener des campagnes de prospection virtuelle ciblées. Voilà, j'ai un nouveau produit, donc je sais en fait qui toucher, parce que je sais qui généralement fait partie de ces différents réseaux sociaux. Comme je vous ai déjà parlé, Facebook, ce sera plutôt la génération Y, hein, donc les trentenaires, alors qu'une population plus jeune, ce sera plutôt donc 18-20 ans, on sera plutôt sur Instagram. Et encore plus jeune, on sera peut-être sur TikTok ou encore sur d'autres créneaux d'âge. Et sachez que d'un pays à l'autre, et bien sur les mêmes tranches d'âge, on peut avoir des réseaux sociaux qui sont vraiment très différents. Je peux également donc créer des publicités, les diffuser en un temps minime. Donc c'est vraiment en record parce que comme les gens sont quand même très accros au téléphone et reçoivent des notifications, eh bien dès que je balance justement ma publicité ou ma nouvelle offre, eh bien tout de suite j'ai des dizaines, centaines, milliers de personnes qui sont au courant de l'offre et qui peuvent venir dans l'heure qui suivent directement dans mon entreprise. Donc, ce qui fonctionne bien par rapport aux réseaux sociaux, encore une fois, c'est un peu comme le site internet, beaucoup de visibilité, le contenu, l'interactivité, le coût aussi cette fois-ci, parce que bah, ça ne coûte rien d'avoir justement une page Facebook ou une page Instagram. Et donc, c'est très très rapide pour toucher directement et communiquer auprès de ma cible. Par contre, l'inconvénient, c'est tout ce qui est lié au buzz négatif. C'est-à-dire que moi, ma communication, je ne peux pas la maîtriser. En tout cas, je peux maîtriser le contenu que je mets, mais comment ça va être relayé sur les réseaux, ça, je ne peux pas le contrôler. Et donc, autant je peux faire un buzz positif, et là, tout est bon pour moi, mais autant je peux aussi faire un buzz négatif, c'est-à-dire que le contenu est totalement, je dirais, modifié, et on va dire du mal de mon entreprise, et là, je ne peux pas contrôler. Et le petit bonhomme que j'ai mis donc en photo, c'est juste que quand même, on a besoin de personnes qui ont des compétences spécifiques et c'est là qu'on va avoir recours de plus en plus à ce nouveau métier en vogue qui s'appelle Community Manager. Ce n'est pas parce que vous-même vous avez un compte Instagram que vous allez tout de suite pouvoir faire du Community Management et donc ça va être très intéressant de se tourner vers des personnes qui ont ces compétences pour en savoir un petit peu plus. Dernière méthode, on va quand même revenir sur cette traditionnelle manifestation commerciale, donc toutes les foires ou les salons. C'est un moyen donc privilégié pour recueillir des données sur les prospects, notamment à l'étranger, parce que vous avez des salons qui sont dans le monde entier, hein, dans tous les pays.
Je peux promouvoir donc mon entreprise sur un territoire parce que j'ai donc des salons dans toutes les villes. Je peux vendre, je peux aller récupérer des informations aussi sur mes concurrents parce que bien sûr les salons et les foires sont sur des thématiques. Donc si moi je suis présent, mes concurrents sont présents, donc je peux faire de la veille concurrentielle. Et donc c'est l'un des aspects très intéressants. J'ai ici un outil de veille performante. Les clients, les concurrents, également les technologies et toutes les personnes qui vont venir à ce salon sont forcément des personnes qui sont intéressées. Donc c'est vraiment un outil de ciblage très important. Par contre, c'est en inconvénient, ça peut coûter encore une fois très cher et ça demande surtout beaucoup de préparation, tous les supports, les box, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur, etc. Parce que ceux qui organisent le salon ne vont fournir que justement votre espace avec peut-être les cloisons et de prise internet, mais après le reste, c'est donc justement à vous de tout préparer. Eh bien, vous vous souvenez tout à l'heure, on avait parlé de notre exemple avec la papeterie, avec mes deux cibles. Il nous restait de savoir, eh bien, pour les enfants et les étudiants, quel serait le moyen de prospection à utiliser pour les toucher. Eh bien, moi, ce que je vous propose, mais c'est encore discutable, ce serait plutôt du publipostage. Alors, ce ne serait pas un courrier à l'enfant directement, bien sûr, mais plutôt à ses parents, parce que je peux éventuellement récupérer ces informations à la sortie de l'école, peut-être à travers un petit flyers, je ne sais pas, en tout cas, voir pour récupérer ces informations et envoyer euh, un courrier directement aux parents pour leur expliquer qu'il est bien que dans mon entreprise, dans ma papeterie, il y a tous les produits justement qui sont demandés par le maître ou la maîtresse. Alors que bien sûr, pour les étudiants, je vais plutôt faire appel à Instagram. 18 ans, ça reste quand même le média social principal. Et donc, je vais pouvoir communiquer sur ce réseau-là, donc plutôt en prospection passive, pour présenter donc mes PC, mes clés USB, etc. Et bien, une fois que j'ai décidé donc réellement répondu à toutes mes questions du plan de prospection, après avoir clairement étudié ma cible et le moyen que je vais utiliser, et bien en fonction du moyen que je vais utiliser, il va falloir que je crée tous les supports de prospection. Donc je reviens rapidement. Si je fais donc le petit postage, il faut que je crée la lettre. Si je crée donc, si je veux avoir un site internet, il faut aussi donc le créer. Et donc une fois que tous ces supports sont là, eh bien c'est parti. J'envoie mes emails, j'envoie mes fils d'actualité sur mes réseaux sociaux et donc c'est parti pour ma prospection. Et une fois que c'est parti, je vais mettre en place un tableau de bord pour pouvoir suivre et surtout à la fin évaluer ma prospection. Est-ce que ma prospection est efficace ou a été efficace? Et pour ce faire, je vais donc utiliser comme tableau de bord soit Excel avec des graphiques, mais bien sûr, très rapidement, je vais me tourner en tant qu'entreprise vers des logiciels donc de CRM, de GRC, gestion de la relation client, ou encore des PJ tels que EBP, où là encore, je vais avoir des courbes, des graphiques pour m'expliquer un petit peu où on en est par rapport à cette prospection. Et donc en termes d'indicateurs, on va avoir donc le traditionnel, donc on peut avoir tout un tas d'indicateurs, mais le traditionnel, ça va être ce qu'on appelle l'entonnoir de prospection. Qu'est-ce que cet entonnoir? Eh bien, c'est qu'au fur et à mesure que je vais donc avancer dans ma prospection, eh bien, je vais avoir de moins en moins de personnes. Par exemple, pour commencer, donc là, je note les numéros pour vous indiquer après les ratios, comment les calculer. J'ai par exemple une base de données que j'ai constituée ou qu'on m'a directement donnée dans mon entreprise, dans mon stage, où il y a donc 1000 suspects dedans. Sur une semaine, à raison donc d'une un peu plus de 50 sur 10 jours, à raison donc d'une cinquantaine de prospects contactés par jour, eh bien en tout ça me fait 500 prospects contactés. J'ai envoyé mon courrier et je les ai relancés par la suite. J'ai donc fait du phoning directement après. Eh bien, par rapport à ces 500 appels, j'ai 50 prospects chauds. Ce sont donc des prospects qui ont décidé d'accueillir mon commercial au cours d'un rendez-vous. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter. Ils n'ont pas encore signé le bon de commande, mais en tout cas, là, ça montre qu'ils sont vraiment très, très, très intéressés. Et sur ces 50 prospects chauds, ces 50 rendez-vous, eh bien, il y en a 10 qui sont très chauds parce qu'eux, ils ont demandé un devis. Ils n'ont pas encore acheté, mais ils se sont réellement renseignés sur faites-moi un devis et je vais un petit peu comparer ce que vous me proposez pour au final n'obtenir que 5 clients, 5 commandes. Et donc, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, on a de moins en moins de personnes. Et donc là, je vais pouvoir avoir des ratios qui me permettent de voir un peu comment justement ma prospection
avance et si je suis efficace ou pas. Le premier ratio, c'est le taux de prospection. C'est par rapport donc, alors je vais utiliser le petit stylet, c'est donc par rapport ici à mes 500 personnes prospectées et les 1000 que j'ai, je suis en train de constater est-ce que j'ai est-ce que j'ai beaucoup prospecté par rapport à ma base de données originelle ou pas. Donc là, en l'occurrence, si je fais 500 divisé par 1000, eh bien, je suis à un taux de prospection de 50%. J'ai encore 50% de prospects en tout cas de suspects, pardon, à recontacter. J'ai, et ça va être sans doute le ratio le plus intéressant pour le manager, l'efficacité du prospecteur. Est-ce que mon prospecteur, celui qui s'occupe de la prospection, il est efficace ou pas? Parce que c'est là que je vais donc évaluer bien, ses compétences, parce que en fonction du nombre de rendez-vous que je vais donc avoir ici, et par rapport donc au nombre de personnes contactées, je vais voir est-ce que cela fonctionne ou pas. Là, par exemple, je suis donc sur 50 divisé par 500, ça me fait 10%. Alors, si je vous dis 10% comme ça ne vous parle pas. Mais si je faisais la même chose sur les 4 semaines, vous avez 4 ou 6 semaines de stage, et pendant les 6 semaines de stage où tous les matins, vous allez faire pendant 3 jours, justement, 3 matinées de la prospection, eh bien, je vais tout le temps calculer donc cette efficacité du prospecteur, ce ratio-là, et je vais voir une évolution au niveau du pourcentage. Et il va peut-être y avoir des moments où vous allez passer de 10 à 20%, et donc là, on va questionner pourquoi ça fonctionne, parce que ça va être intéressant de savoir qu'est-ce qui a fait que ça a mieux fonctionné. Mais si vous passez de 10 à 5, on va également vous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc on peut suivre à travers ce ratio-là bien, les compétences et essayer de réfléchir à optimiser et agrandir bien sûr ce ratio, parce que c'est lui qui va nous déboucher sur le rendez-vous et ensuite sur les devis, etc. Et j'en ai un sur le taux de la réussite de la prospection, où je vais donc comparer bien sûr le nombre de clients que j'ai gagnés par rapport à toutes les personnes que j'ai contactées. Donc là, 5 sur 500, je suis sur 1% de réussite. Et donc là, encore une fois, je vais pouvoir comparer peut-être de semaine ou de mois en mois, ou d'une année sur une autre, ou d'un prospecteur à un autre, parce que peut-être que je vais justement diviser ma base de données de 1000 suspects en différentes bases de données pour les répartir sur différents salariés et je vais donc pouvoir comparer un petit peu l'efficacité des uns et des autres. Il y a deux éléments qu'on va rajouter qui vont être très intéressants justement pour calculer des nouveaux ratios. Ça va être par rapport au chiffre d'affaires réalisé grâce à cette campagne de prospection, parce que je peux le calculer étant donné que j'ai le nombre de commandes et je vais donc pouvoir additionner le total donc du chiffre d'affaires généré. Et je peux également calculer le coût de l'opération, parce que j'ai payé des commerciaux, parce que j'ai payé également des courriers. Donc ça va être une information supplémentaire que j'ai donc inscrit en numéro 6. Et donc là, je vais reprendre mon tableau et j'ai donc 5 qui est donc le nombre de personnes que j'ai, donc le nombre de clients, donc de personnes qui ont donc acheté, qui ont passé commande sur mon coût. Et donc ça va me donner un premier renseignement. Et je vais également avoir le coût du contact, c'est-à-dire donc le numéro 2, ce sont les 500 personnes que j'ai contactées. Et bien je vais donc le comparer par rapport au coût. Et là encore, je vais avoir un ratio qui sera très intéressant. Et je vais pouvoir mesurer est-ce que ma prospection me rapporte de l'argent ou pas. Pour conclure, je voulais simplement vous présenter ce qu'on appelle la prospection traditionnelle, qu'on retrouve encore beaucoup essentiellement en B2B, où je commence par la qualification de mon fichier. J'ai un fichier prospect, donc sous forme d'une base de données, que je vais créer ou encore mettre à jour. Ça, c'est typiquement ce qu'on peut retrouver dans des stages justement en BTS, gestion de la PME. Une fois que vous avez donc caractérisé, donc créé ou mis à jour cette base de données, eh bien vous allez donc définir une méthode de prospection et on est plutôt dans ces cas-là dans de la prospection active, quand je suis donc en B2B. Donc on va vous demander de créer une lettre de commercial, l'email ou encore la campagne de SMS s'il s'agit donc de SMS. Et à chaque fois que je vais être dans cette prospection active où je vais envoyer un courrier, eh bien, une semaine après, je vais avoir ma relance téléphonique, je vais avoir mon phoning. Et je serai donc là pour pouvoir prendre un rendez-vous, soit auquel moi je vais assister, soit où bien sûr, eh bien, ce sera mon commercial qui ira. Et de ce fait, je vais donc devoir créer un argumentaire téléphonique, un script téléphonique pour pouvoir assurer le coup. Et je termine par la visite. Là, c'est donc ma force de vente, FDV, qui va donc la réaliser
Et donc pour accompagner ma force de vente, généralement en gestion de la PME, on ne va pas jusque-là. Nous, on est là pour justement assister les commerciaux déjà donc dans les 3 étapes précédentes et également dans la 4e étape, mais uniquement pour créer par exemple la plaquette commerciale, les catalogues que eux, les commerciaux, vont pouvoir utiliser. Et quelque part, je voulais juste vous présenter ça également pour vous dire que c'est cette méthode-là que nous utilisons pour la recherche de stage. On a dans un premier temps créé donc une base de données avec les entreprises qui pouvaient vous intéresser. Vous créez la lettre commerciale qui est donc votre candidature, votre CV, votre lettre de motivation que vous allez donc envoyer, soit par mail, soit par courrier en le remontant directement en main propre, en faisant donc une visite au niveau de l'entreprise. Et une semaine après, vous allez faire une relance téléphonique. Relance pour voir, eh bien écoutez, avez-vous eu le temps, monsieur le responsable, monsieur le recruteur, pour justement considérer et apprécier ma candidature. Et donc l'objectif de cette relance téléphonique, c'est prendre un rendez-vous pour se rendre directement dans l'entreprise avec la convention de stage et faire signer la convention de stage. Voilà, donc ce sont exactement les mêmes compétences pour la recherche de stage que vous êtes en train de développer pour justement peut-être un jour faire une réelle prospection. C'est la fin de ce chapitre, merci de votre attention et bonne prospection à vous.